Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et on se retrouve pour ce 28e menu crowdfunding qui sera assez léger. Je vous ai préparé un petit menu diététique, vous n'allez pas prendre trop de calories. On est en fin novembre et visiblement ça commence à se ressentir puisque on arrive vers les semaines des achats de Noël et visiblement les éditeurs se sont passés le mot pour pas trop lancer de projets en même temps à ce moment-là, pour éviter justement d'avoir à concurrencer les achats de Noël. Et donc on se retrouve avec une semaine vraiment très, très légère, avec très peu de projets, en tout cas très peu de projets vraiment intéressants qui méritent, qu'on s'y appesantisse un petit peu. Donc bon, sans plus attendre, on va aller s'orienter vers le menu tranquillement, mais celui-ci devrait durer assez peu longtemps et ce qui me fait très plaisir, j'avoue. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un menu, de moins d'1 heure et demie, je crois, et peut-être même qu'il durera moins longtemps qu'1 heure et demie, 1 heure et quart, 1 heure disons. Ce sera un miracle, 1 heure ça j'y crois pas. Mais bon, sait-on jamais, on verra bien. Du coup, on est parti. Et nous voilà maintenant donc sur la page des Ludovores, le petit détour hebdomadaire sur la chaîne. On a fait un petit +20 depuis la semaine dernière et regardez bien, on est à 475 abonnés, encore 25 et on sera 500. J'ai encore pas pris trop le temps d'y réfléchir, mais c'est vrai que 500, ça commence à faire un certain nombre quand même. Bon, en comparaison avec d'autres chaînes, bien évidemment, c'est absolument ridicule. Et très honnêtement, je suis pas hyper surpris sans vouloir, sembler prétentieux ou quoi que ce soit, mais 500 en 6 mois, ça me semblait quelque chose de faisable. On va y arriver. Je pensais plutôt que ça arriverait vers fin décembre, mais finalement, on y arrivera un petit peu plus tôt et c'est très agréable. Donc j'espère vous voir de plus en plus nombreux, notamment l'année prochaine. Est-ce que l'année prochaine, on réussira à faire encore mieux, à atteindre, je sais pas, 1 500, 2 000 d'ici l'année prochaine? On verra bien, c'est ce qu'on espère. Hem, En attendant, cette semaine a été plutôt légère, on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas eu de semaine aussi riche que les précédentes avec, du gameplay, de l'unboxing sur Radlands et cetera. Cette semaine, on était juste sur un menu crowdfunding, un suivi crowdfunding. On devait avoir une vidéo de Xavier, mais vous vous en doutez, je l'avais dit, elle n'est finalement pas arrivée. Elle devrait arriver très bientôt. Il a juste voulu, remodeler un petit peu la vidéo qu'il avait enregistrée pour pouvoir proposer un truc de meilleure qualité. Donc ça devrait arriver peut-être en début de semaine prochaine. Mais bon, ça va venir cette fois-ci, c'est sûr et certain. J'y crois à mort. Bref, on va tranquillement s'orienter vers le sondage hebdomadaire pour que vous puissiez voir un petit peu les résultats de la semaine dernière. Alors les voici, les résultats. Ben, vous le voyez, assez surprenant. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus de votes pour les nouveaux jeux de la trilogie donc de Valeria, enfin la trilogie, la nouvelle trilogie de Valeria, mais peut-être qu'ils intéressent un petit peu moins justement par le fait qu'ils arrivent en trio et qu'ils sont de ce fait peut-être un peu moins mis en avant, qu'ils sont présentés comme étant des jeux un peu plus légers de la série. Donc du coup, ça attire un petit peu moins le regard visiblement. Je pensais également qu'il y aurait plus de voix pour Ezopia, mais finalement, c'est vrai qu'on a assez peu parlé de lui sur les sphères, francophones, de du crowdfunding de manière générale. Hydro Racers, je pensais aussi qu'on parlerait plus de lui, mais finalement, c'est pas forcément un mal puisque finalement, vous allez voir par la suite, il a été reporté. Donc reste, Dictopia et Goblin Uprising et mauvaise surprise, Goblin Uprising aussi n'a pas été lancé. Il était censé, lancer le 16 novembre et puis pour l'instant, on n'a pas de nouvelles et la campagne est toujours, absente. Et j'ai fait un petit tour du côté du site de l'éditeur de Goblin Uprising et pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver de nouvelles, peut-être sur la page de BGG, il faudrait que je regarde. Mais pour l'instant, Goblin Uprising peut-être repoussé. Reste donc, à 3 voix Dictopia, qui est finalement le seul jeu encore en vie parmi le quatuor de tête. Donc on passera un petit peu plus de temps sur lui. Les autres, bon, vous n'avez pas trop voté pour eux, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, d'autant plus que pour l'instant, Kérésis n'est pas encore en ligne. Il arrivera théoriquement demain, c'est-à-dire le 20, puisque j'enregistre le 19. Sur ce, on se lance dans ce très court menu crowdfunding. On commence par History of the Ancient Seas, qui est une campagne qui nous présente 3 jeux pour le prix d'un, ou non pas vraiment d'ailleurs, c'est pas le prix d'un, mais c'est 3 jeux en fait, tout simplement. Mais 3 jeux qui reprennent les mêmes mécanismes, simplement avec un décompte de joueurs différents, et puis quelques petites idées, des petites variantes d'un jeu à l'autre, mais globalement c'est 3 fois plus ou moins le même jeu. Attention, le jeu sera disponible en français. Il m'a été demandé expressément de mettre maintenant un petit signe pour dire que le jeu est disponible en français. Bon là, c'est évident puisque c'est écrit directement, enfin c'était signalé par un drapeau français sur l'illustration d'accueil de la page, donc évidemment vous l'auriez remarqué sans moi, mais le jeu est disponible en français, enfin les jeux sont disponibles en français, ou tout du moins le seront-ils si on atteint le seuil de financement. C'est pour l'instant pas le cas du tout. On est à 15 667 €. Il faut bien dire quand même que l'objectif de financement est assez élevé puisqu'on est sur du 68 900 €.
Donc une somme assez rondelette, assez élevée pour Sound of Drums, dont c'est le premier projet créé. Et du coup, j'ai un petit peu peur qu'on s'oriente vers quelque chose de similaire à ce qu'on a vu sur Esopia, à savoir pour un primo-porteur de projet dont cette trilogie de jeux est assez méconnue finalement, on n'a pas entendu parler de ce jeu particulièrement, eh ben, 70 000 €, c'est beaucoup trop comme objectif de financement pour un premier projet. Et du coup, ça risque de passer assez rapidement à la trappe. D'autant qu'on est pour l'instant à 42 contributeurs, donc pour lancer une dynamique, ça va être compliqué, surtout à 9 jours de la fin de la campagne, puisqu'ils ont décidé de choisir une durée de campagne vraiment très très restreinte, 9 jours. On a commencé la campagne il y a 2-3 jours, donc on a dû avoir une campagne de 12-13 jours maximum. C'est assez court pour un jeu qui n'était pas du tout connu avant son arrivée sur Kickstarter, enfin pour un trio de jeux qui n'était pas connu. Donc ça va être assez compliqué à mon avis. Alors donc, c'est un jeu qui vous place dans l'univers de la Grèce antique, et qui vous propose une expérience de jeu de civilisation dans lequel vous aurez à choisir parmi, 8 actions à chaque tour, sachant que lorsqu'un joueur prend une de ces actions, par exemple ici l'action d'Armistice, le prochain joueur ne pourra pas choisir cette action. Bon, un mécanisme qu'on a déjà vu par ailleurs, mais qui est toujours assez intéressant en termes de choix de jeu. Donc le même, genre de mécanisme se reprend d'un jeu à l'autre. Les jeux reprennent donc les mêmes mécanismes, le même set de règles, mais proposent une expérience plus ou moins vaste, plus ou moins ramassée, et qui influe aussi sur le nombre de joueurs. Vous avez ici Hellas, qui est un jeu à 2 joueurs, Dies Irae qui est un jeu à 3 joueurs, et Mare Nostrum qui est un jeu à 5 joueurs, si je ne me trompe pas, mais qui reprennent tous plus ou moins les mêmes mécaniques. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir visuellement, c'est pas vilain, on a une jolie carte du bassin méditerranéen, des pions, des tokens, bon c'est pas vilain, tout ça n'est que du work in progress en plus, hein, ça peut encore évoluer, mais c'est pas spécialement vilain, c'est pas spécialement très très joli non plus. Et puis ça offre quand même 3 expériences différentes via ce 2 joueurs, 3 joueurs, 5 joueurs. Mais on pourrait tout de même se poser la question de savoir si pour 3 jeux qui partagent le même set de règles, on n'aurait pas pu simplement faire un seul jeu avec des variantes ou des maps alternatives selon si on joue à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs ou 5 joueurs, plutôt que de faire 3 boîtes qui nécessitent forcément un coût de production plus important et qui vient donc évidemment se répercuter sur le prix à l'achat pour les backers. Je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ça décolle pas trop. Le projet n'a pas l'air spécialement inintéressant au demeurant, hein, ça n'a pas l'air vilain pour tous ceux qui apprécient les jeux de civilisation, dont je fais partie, même si je ne suis pas spécialement un grand connaisseur. Le jeu Civilisation sur PC, je l'ai poncé pendant des centaines d'heures certainement, mais en plateau, je ne suis pas un grand connaisseur. Mais ça n'a pas l'air mal du tout, honnêtement. Mais c'est vrai que l'objectif de financement est beaucoup trop élevé, et au-delà de ça, le fait de décomposer son jeu en 3, bof. Après, vous aurez aussi des extensions disponibles avec New Markets, Pirates and Barbarians et New Armies, qui sont des add-ons slash extensions que vous pourrez acquérir en plus pour enrichir encore plus vos expériences. Mais ça rajoute encore un petit peu au prix. La campagne n'est pas spécialement très très sexy non plus, il faut bien l'avouer. Et en plus de ça, bon, les shipping, alors pour l'Europe, pour un jeu, 16, 10 ou 8 selon le nombre de jeux que vous prenez, et ce sera même gratuit si vous prenez 3 jeux. Donc là, de ce point de vue-là, l'offre est relativement intéressante, mais c'est une offre assez bizarre, hein, quand même. Pourquoi faire payer beaucoup plus cher pour un seul jeu au lieu de 2 puis 3? C'est vraiment de pousser à l'achat les backers. Bon, pourquoi pas, c'est une méthode que j'ai pas encore vraiment eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Je ne suis pas convaincu que ce soit une méthode très, très efficace, mais bon, après tout, c'est peut-être une des premières fois que je vois ça, donc je me dis: «Attendons de voir le résultat», mais pour l'instant, ça ne s'oriente pas vers un grand succès. Et puis vous le voyez donc, les coûts sont déjà assez conséquents puisqu'on est à 79 € pour une copie du jeu Hellas, pas les 3, hein, juste Hellas, donc le jeu pour 2 joueurs à 80 €. Donc ça pique un peu. 89 € si vous voulez uniquement Dies Irae, ça monte. Ça continue à monter à 99 € si vous voulez Mare Nostrum. Donc vous voyez que les 3 jeux déjà individuellement coûtent très très cher, alors qu'ils sont pas, en termes de matériel, pas fous quand même, hein. C'est des jetons, une grosse carte, des meeples, et c'est à peu près tout pour l'instant, en tout cas de ce qui est donné à voir. C'est pas si énorme que ça, quoi.
Et si on veut la collection complète, par contre, eh bien, on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus cher, bien évidemment, puisqu'on sera à 299 € en Early Bird pour avoir une copie de Hellas, de Disarray, de Mario's Room, plus les extensions qui viennent enrichir le jeu, certes, mais quand même 300 € pour 3 jeux qui partagent le même gameplay à peu de choses près et qui sont juste en fait des variantes d'un même jeu sur une zone plus ou moins large. Bah, ça pique un petit peu. Moi, je continue pas sur les autres niveaux de pledge parce que de toute façon, à mon avis, ça va pas très, très bien se passer pour le jeu dans les jours à venir. Donc voilà, 42 contributeurs, le jeu a pas l'air intéressant, pas l'air inintéressant, pardon, j'ai du mal à articuler ce soir décidément, mais vraiment, campagne un petit peu mal foutue, peut-être, le fait de diviser en 3 jeux aussi, c'est pas très, très convaincant. Mais au-delà de ça, ça a pas l'air si mal que ça. Donc voilà, 42 contributeurs pour l'instant, 15 000 € d'accumulés. À 9 jours de la fin, ça va très, très certainement pas financer. Et on continue sur World Wide Football Manager Mode, et encore une fois, bon, il n'est pas forcément besoin de le signaler puisqu'on est sur Ulule, mais le projet est bien évidemment disponible en français, puisque c'est un jeu français qui nous vient de World Wide Games, qui avait déjà pondu notamment donc, World Wide Tennis et World Wide Football, avec plusieurs extensions déjà sorties, hein. Ici, on vous met une illustration avec le jeu de base et 3 extensions, pardon, mais ce sont des extensions qui sont déjà sorties. En fait, ici, on nous propose le mode manager qui vient donner apparemment une nouvelle dimension au mode solo. Et en fait, c'est une extension sous forme de PDF, donc rien de physique, hein. Le physique, c'est uniquement les jeux que vous pourrez également acquérir durant la campagne, hein. Vous pouvez le voir notamment ici, 28 € pour le jeu de base World Wide Football, 66 pour la collection intégrale. Mais si vous voulez uniquement le PDF de cette mini extension Manager Mode, ce sera 3 € uniquement. Vous pourrez l'imprimer de chez vous. Ça n'ajoute pas de matériel à proprement parler. C'est juste que ça vous permet de, comment dirais-je, d'organiser des tournois, notamment la World Wide Cup et la Ligue des Étoiles. Donc, on peut imaginer que ça reproduit un petit peu la Coupe du Monde et peut-être la Ligue des Champions, j'imagine. Ça inclut aussi un module de simulation rapide des matchs entre deux équipes non joueurs, et puis une série de règles pour la gestion de la fatigue, des blessures, des suspensions et ainsi de suite. Donc bref, tout ça pour pouvoir jouer en mode solitaire de manière un peu plus efficace que ce que proposait déjà le jeu jusqu'à présent. Mais bon voilà, comme d'habitude, je vous laisse sur Ulule découvrir un petit peu tout ça par vous-même, puisque c'est un jeu en français et le projet tout entier est présenté en français. Donc allez voir par vous-même. Si vous avez déjà le jeu, ça me semble valoir le coup. Pour 3 €, vous trouverez quand même une extension qui vous permet de jouer en solo en prenant plus de plaisir vraisemblablement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez tentant à mon avis. Moi, j'ai pas le jeu personnellement, j'ai eu mon œil dessus pendant quelques temps. Je m'en suis un petit peu écarté parce que j'ai quand même beaucoup de mal avec, la direction artistique personnellement, mais ça peut être un excellent jeu. Les retours sont généralement très, très positifs, sur la licence. Donc peut-être qu'un jour je m'y essaierai malgré tout. Pour l'instant, ils sont donc 54 contributeurs à avoir pledgé pour 225 €. Ça paraît ridicule pardon, comme ça, mais c'est assez logique puisque une grande partie, j'imagine, des backers en question ont déjà le jeu de base. Oui, d'ailleurs, on peut le constater ici, hein, soit 53 contributeurs sur le pledge à 3 €. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La grande, grande, grande majorité, la quasi-exclusivité des contributeurs avaient déjà le jeu de base et du coup, ça empêche de faire une grosse, grosse somme, bien évidemment. Mais vous pourrez, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore, acquérir le jeu de base et ses extensions, plus, bien entendu, ce petite mini-extension de 3 € en PDF. Voilà pour enrichir un peu votre expérience de World Wide Football. Encore 14 jours avant la fin de la campagne, vous avez largement le temps de vous y intéresser, d'autant plus que c'est en français. On enchaîne sur Samuramat et Derokar, encore une fois, 2 jeux présentés durant la même campagne, cette fois-ci sur GameFound, et cette fois-ci pas de version française pour ces 2 jeux, qui sont thématiquement très, très différents, mécaniquement très, très différents là encore, et on peut se demander aussi pourquoi, du coup, 2 jeux aussi différents sont présentés par ici Ion Games en même temps. J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre, l'intérêt de ces, campagnes présentant différents jeux en même temps, surtout quand ils sont très différents. On verra tout à l'heure les 3 nouveaux jeux de l'univers de Valeria, ça peut plus facilement se justifier, je trouve, mais là, pour des jeux aussi différents, aussi bien dans le mécanisme que dans les thématiques, je comprends pas très, très bien l'intérêt. Bref, pour l'instant sur GameFound, donc on est à 107 backers pour 5 612 $ d'accumulés sur un objectif de 10 000 $, donc c'est encore
en cours de financement, mais ce n'est pas encore financé. Il reste, ceci dit, 17 jours pour s'y mettre. Vous pourrez choisir l'un ou l'autre des jeux, ou les deux, bien entendu. C'est l'intérêt de la campagne, bien évidemment, de cumuler les deux pour pouvoir payer un petit peu moins cher au final. Mais après, bon, thématiquement, c'est tellement différent et mécaniquement aussi que c'est peut-être pas forcément une super idée de les proposer comme ça en même temps. Bref, on verra bien ce que vous en pensez. Donc, on a d'abord Samuramat qui vous propose donc d'incarner la reine Samuramat, donc du même nom, au 9e siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est donc une reine, une des rares reines de l'Empire assyrien, que les auteurs voulaient mettre en avant, une sorte de contribution, j'imagine, à la cause féministe en mettant en avant une des comment dire, dirigeantes passées de l'Empire assyrien qui lui-même n'existe plus véritablement d'ailleurs. Et donc c'est un jeu de coop. On pourrait penser que ce n'est pas le cas, mais c'est un jeu en coopération où en fait vous allez incarner les différents, comment dirais-je, conseillers de la reine. Et à chaque partie, en tout début de partie, lors de la mise en place, vous allez piocher une carte que vous allez voir ici, voilà, une carte différente à chaque partie qui représente un défi à relever pour la reine et ses conseillers. Et donc en coopération, tous ensemble, sachant que chacun des conseillers possède des capacités, des compétences qui lui sont propres et qui sont différentes de ses partenaires, eh bien vous pourrez essayer de justement, comment dirais-je, outrepasser les difficultés qui se présentent à vous. Il peut s'agir parfois de, comment dirais-je, de se défendre militairement face à d'autres empires, ou encore de renforcer le commerce avec les zones environnantes, ou faire face à une crise climatique déjà à l'époque, je sais pas, une sorte de sécheresse par exemple. Et donc, chaque partie aura un objectif différent. Il s'agira essentiellement donc, de ce jeu de coopération en gestion de main, puisque chaque personne aura donc un nombre de cartes en main et devra effectuer certaines actions en fonction des cartes qu'il a en main, en coopération avec les autres joueurs. Il y aura une certaine notion de gestion de ressources que vous pouvez apercevoir sur ce plateau ici à droite du plateau central. Une gestion de ressources qu'on retrouve un petit peu également sur les cartes des conseillers, où l'on voit ces petits tokens également. Bref, un petit jeu de coop dans lequel vous choisissez donc votre conseiller. Il a sa propre particularité ou ses propres particularités en termes de compétences, et vous devez aider donc la reine Samuramat, qui est donc ici, qui elle aussi fait partie prenante du jeu, pour répondre donc aux différents défis qui se présentent à vous. Il y a évidemment aussi toute une facette de contrôle de territoire, comme vous pouvez le voir ici, hein, avec le contrôle de l'Empire, avec, vous voyez tous ces petits logos, toutes ces petites routes que vous pourrez emprunter pour aller d'un point à un point B, pour essayer de contrecarrer les plans adverses, ou pour simplement répondre au mieux aux différentes crises qui se présenteront à ce pauvre empire assyrien. Les artworks, pour leur part, hein, la direction artistique de manière générale est plutôt réussie, j'ai envie de dire, hein, c'est pas vilain du tout, au contraire. Alors il y a quelque chose qui sont peut-être encore un petit peu à policher un petit peu, notamment au niveau de l'iconographie, qui fait un petit peu encore amateur, mais bon, c'est quand même encore du work in progress, là encore, hein, du travail qui est en cours de production, hein, on n'est pas encore sur quelque chose de définitif, mais on sent qu'il y a un potentiel, pardon, en termes de direction artistique qui est pas dégueulasse. Le jeu est disponible d'ores et déjà sur Tabletop Simulator et sur Tabletopia, donc vous pourrez le tester si vous n'êtes pas allergique à l'anglais en tout cas, pour vous faire une première idée du jeu. Si vous aimez les coops, ça peut être assez marrant, j'ai l'impression que c'est pas mal foutu. La même campagne vous propose aussi de vous pencher un petit peu sur Derrocar, qui est un jeu qui vous place cette fois-ci dans l'Argentine, pas du tout au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais bien au 21e siècle, au début du 21e siècle d'ailleurs, durant lequel l'Argentine a traversé une grave crise politique. Pour ceux d'entre vous qui étiez déjà vivants, oui, ça fait 20 ans quand même. Et à en croire les statistiques de YouTube, la majorité d'entre vous étaient largement vivants. Parce que j'ai l'impression que la majorité d'entre vous, d'ailleurs, est plus âgée que moi. Ce qui m'étonne, j'ai l'impression de faire mon petit jeune con, du coup, qui parle devant des personnes plus âgées que moi. J'ai une petite crise de légitimité tout ce qui s'installe là. Bref, peu importe, passons. Donc des rocards qui, en fait, vous proposent, comment dirais-je, incarner les différents candidats à la succession d'un président argentin qui avait été démis de ses fonctions, si je me souviens bien, en 2001, si je ne me trompe pas, c'était écrit quelque part d'ailleurs. Voilà, c'est en 2001, la crise politique argentine, où en fait, il y a eu, je crois, 5 présidents en une semaine, ça, un 5 President Week, c'est ça? Donc 5 présidents différents en une semaine.
C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, il y a quand même un mode solo, pour des durées de 1 heure, pour 14 ans et plus. Vous le voyez, bon, ici, c'est vraiment du work in progress. Pour l'instant, on a très, très peu de visuels disponibles. On a juste ici, j'ai l'impression, les cartes représentant les 5 gouverneurs, par exemple, hein. Gouverneurs, je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, qui seront amenés à potentiellement prendre la succession et devenir le président ou la présidente, je ne sais pas s'il y a de femmes d'ailleurs là-dedans, de l'Argentine. Alors vous vous en doutez, bien entendu, dans ce type de jeu, chacun des candidats aura certaines spécificités qui lui seront propres, des capacités, des compétences qui lui seront propres. Est-ce que là encore, c'est basé sur le contexte historique de l'époque? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas particulièrement spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Argentine. Bon, il y a ici 4 des 5 candidats que vous pourrez incarner. Bon, je connais assez peu, je connais les noms comme ça parce que ça m'évoque des souvenirs un petit peu, mais à l'époque, 2001, j'avais 14 ans, autant vous dire que la politique sud-américaine et plus particulièrement argentine, j'étais pas très connaisseur. Je me rappelle qu'il y avait des événements, effectivement. Mais bref, il y a aussi un degré de complexité variable que vous pourrez choisir lors de la mise en place du jeu, ce qui pourrait aussi permettre à des joueurs moins expérimentés ou plus jeunes de prendre partie aussi au jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il y aura aussi tout un tas de petits événements qui pourront venir influer sur la partie, tels que l'intervention de FMI, par exemple, ou les volontés des producteurs agricoles de la nation, etc. Donc du lobbying, des campagnes, des promesses, donc tout un tas de trucs, même éventuellement d'ailleurs du blackmail, comment dit-on, du chantage, qui pourra aussi être utilisé pour arriver à vos fins et donc à la Casa Rosada, qui j'imagine est le palais présidentiel, l'équivalent de l'Élysée en Argentine. Là encore, vous pourrez tester le jeu sur Tabletop Simulator et Tabletopia. Là encore, toujours pas de version française, parce que c'est la même campagne, vous vous en doutiez un petit peu. Donc, il faudra être au minimum anglophone pour pouvoir le tester. À vous de voir. Par contre, là, du tout, ce n'est plus du tout un jeu de coopération, vous l'aurez bien compris, ce sera chacun pour sa peau, et ce sera forcément aussi du tirage dans les pattes pour pouvoir devenir soit président de la République et mettre les autres candidats dans le caniveau. Le shipping, le voilà. Alors pour le Canada, on est sur 15-20 ou 20-30 selon si vous prenez un jeu ou les deux. Par contre, dans l'Union européenne, ce sera la même chose que vous en preniez un ou deux. Donc à vous de voir si vous décidez de prendre les deux parce que les frais de port sont les mêmes. Mais bon, après, si c'est pour en revendre un, ça n'a pas forcément une grande utilité. Après, si c'est pour faire un cadeau de l'autre jeu qui ne nous intéresse pas à quelqu'un, pourquoi pas. C'est vrai que quand on a les mêmes frais de port pour un ou deux jeux, on est plutôt tenté par prendre les deux. Mais après, à vous de voir si tel ou tel jeu est susceptible de vous intéresser. Étrangement, c'est pas souvent. En Asie, c'est un peu moins cher si on n'en prend qu'un. Par contre, c'est beaucoup plus cher si on en prend deux. Bon, allez savoir, tout n'est pas toujours très logique, surtout au niveau du fret en ce moment. Bref, voilà pour la double campagne donc, de Samuramat et d'Eurocard. J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre l'intérêt de mettre deux jeux aussi différents l'un de l'autre sur la même campagne, mais après tout, pourquoi pas, les frais de port étant à peu près normaux, en plus plutôt intéressants pour l'Europe en tout cas, si vous prenez les deux, ça peut se justifier en partie, mais c'est un choix assez étrange que j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Bref, pour l'instant, c'est pas encore financé. On est encore à 17 jours de la fin de la campagne, donc il y a encore le temps. Ça devrait pouvoir se faire, même si là, on va rentrer dans le ventre mou de la campagne. Mais bon, 107 backers sont déjà convaincus. À vous de voir. Pour l'instant, on est à 56% du seuil de financement et il reste plus de 2 semaines. Allez, on enchaîne maintenant sur 3 New Valeria Universe Games. Comme vous pouvez le constater ici, il s'agit de 3 nouveaux jeux dans la franchise de Valeria. Vous connaissez certainement donc cette franchise qui a déjà sorti 4, 5, 6 jeux peut-être, qui partagent toujours un peu donc, le même univers bien évidemment, les mêmes illustrateurs évidemment, qui est donc The Miko, que vous connaissez notamment pour les paladins, les artisans, les architectes du Royaume de l'Ouest, etc., toute cette série également, et qui illustre également tous les jeux de la série de Valeria. Série qui généralement propose des jeux en provenance d'auteurs différents, si je me souviens bien, d'un jeu à l'autre, il s'agit d'auteurs différents. Et c'est encore le cas ici, avec donc Thrones of Valeria, Dice Kingdoms of Valeria et Siege of Valeria, qui sont 3 jeux conçus par 3 auteurs différents, par 3 créateurs différents, et qui en fait sont des jeux aux mécanismes différents également. Donc 3 approches différentes dans l'univers de Valeria toujours. Ce sont certainement par contre des jeux plus légers qu'à l'accoutumée dans l'univers de Valeria. On a généralement des jeux qui sont un peu plus mastoc,
Les 3 ici sont quand même beaucoup plus légers, ils tiennent généralement en 30-45 minutes environ. Ce qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, je ne le présente pas dans les gros projets de la semaine. Généralement, un jeu de la série Valeria, j'aurais tendance à le présenter dans cette partie des gros projets de la semaine, mais il s'agit ici de 3 petits jeux et donc un peu moins intéressants selon moi, même si ça partage donc le même univers et même pas de graphique et certainement, un peu plus que ça d'ailleurs. Petite coupe, j'ai déjà présenté la totalité quasiment, de la campagne ici, mais je préfère le dire avant de me faire engueuler en début, de présentation. Le jeu sera bel et bien disponible en français grâce à Lucky Duck Games, comme quasiment tous les jeux de Valeria, enfin de l'univers de Valeria. Mais la campagne, concernant la version française de ce trio de jeux sera effectuée par Lucky Duck Games lui-même, a posteriori pardon, à la campagne que vous voyez actuellement. Donc si vous n'avez vraiment pas envie d'attendre, que vous êtes, suffisamment compétent en anglais, ou simplement que vous estimez, pour une raison ou pour une autre, que vous pouvez prendre la version anglaise plutôt que la version française, eh bien, vous pouvez passer sur cette campagne. Sinon, attendez celle de Lucky Duck Games pour avoir la VF. Alors vous le voyez, d'entrée de jeu dans la campagne, hein, ici, hein, dès le début, le prix, 30 $ par jeu. Donc voilà, vous pourrez acquérir un de ces 3 jeux pour 30 $. Après, bien évidemment, il vous offre une offre un petit peu plus intéressante. Il vous offre une offre, très mal tournée. Il vous propose une offre un petit peu plus intéressante dès lors que vous prenez 2 jeux ou même 3 jeux. 2 jeux vous coûteront 55 $ au lieu de 60 et évidemment 3 jeux vous coûteront 75 $ au lieu de 90. Sachant que vous pourrez aussi ajouter des copies, en plus, des copies supplémentaires, afin d'amortir un petit peu certainement les frais de port, de faire des sortes de mini pledges groupés si l'on veut. Sans rentrer trop dans les détails, on va passer rapidement un petit peu à tous les jeux. Dice Kingdoms of Valeria, comme son nom l'indique, est basé sur des jets de dés bien entendu. C'est un jeu de roll and write, qui peut se jouer en solo mais également en multijoueur, en fait, hein, comme quasiment tous les jeux de roll and write de toute façon, pour 30 à 45 minutes, avec des dés customisés, mais également bien évidemment du jet de dés, ainsi qu'une petite mécanique aussi de draft de cartes. Et puis, donc tous les joueurs vont jouer à chaque tour, hein, une personne va jeter des dés et tout le monde va jouer en fonction de ce résultat. Sur une carte que vous voyez ici, en fait, vous allez essayer de construire votre duché, si l'on veut, d'y apporter des défenses, aller combattre également des monstres qui y logent dans les forêts un petit peu plus reculées de la zone, etc. Et en fonction de ça, bien évidemment, vous connaissez un petit peu, j'imagine, les mécanismes en vigueur dans les jeux de run and write. Il y aura certaines conditions à remplir, certains nombres de cases à compléter pour pouvoir atteindre tel ou tel palier qui nous permet de scorer tel ou tel score, de tel ou tel point plutôt. J'ai du problème avec la répétition aujourd'hui. Bref. Et vous aurez aussi en tant que backer un bonus avec une carte plus hivernale qui reprend un peu la même zone, j'ai l'impression, mais pas exactement les mêmes illustrations. Donc, ça va être un coin différent de la région, dans une map plus enneigée, disons. Donc voilà pour le premier. Le second, il s'agit de Siege of Valeria, qui cette fois-ci est un jeu solo. Alors comme beaucoup de jeux solo, rien ne vous empêche d'y jouer à deux en discutant des décisions à prendre, mais ça a été conçu comme étant un jeu solo bien évidemment de Tower Defense. Quand on voit Siege, c'est déjà une indication. C'est donc un jeu où il faudra défendre votre forteresse de l'attaque des monstres et autres gobelins qui viendront essayer de l'envahir. Encore une fois, jeu de 30 à 45 minutes avec donc des dés customisés, un plateau de forteresse, tout un tas de dés bien évidemment. Tout ça avec la direction artistique habituelle de The Miko, qui fait toujours un travail qu'on apprécie ou non. J'avoue que moi, j'ai pas mal de difficultés à entrer dans l'univers visuel de The Miko. Je sais que beaucoup de gens apprécient beaucoup son travail, qu'ils choisissent parfois des jeux en se basant en partie sur les illustrations de ce célèbre illustrateur. Moi, j'ai un petit peu de mal avec son style, pas tellement au niveau, des comment dire? Des monstres, par exemple, que je trouve très bien foutus, mais en termes de personnages, j'ai beaucoup de mal avec, le rendu, notamment des expressions faciales des personnages. J'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Bref, donc il s'agit d'un jeu de siège, donc de défense de forteresse. Bon, ça reste assez, simple, je pense, à appréhender en termes de mécanismes et de thématiques. Sachant que là encore, pour les backers, il y aura un bonus, comme vous pouvez le voir ici, de 68 cartes supplémentaires qui vous apporteront donc de nouveaux monstres, y compris des commandants d'élite, mais également pour vous aussi
des soldats ou des, comment dirais-je, des compagnons d'élite avec des capacités, des compétences un petit peu particulières que vous ne retrouverez pas forcément dans le jeu de base une fois dans le commerce, puisque c'est un bonus pour les backers. Et enfin, le dernier jeu, il s'agit de Thrones of Valeria, et là c'est un jeu de pli, un jeu de trick-taking. Là encore, 30 à 45 minutes, pardon. Donc c'est vraiment le point commun de ces trois jeux, au-delà de l'univers de Valeria, bien entendu. Ce sont des jeux très courts, très ramassés, sur 30 à 45 minutes. Cette fois-ci, donc, comme je le disais, un jeu de pli qui peut se jouer de manière individuelle, donc chacun pour tous, ou également en équipe. Où il vous faudra apparemment manipuler enfin, faire des manipulations sur 5 maisonnées différentes de l'univers de Valeria, gagner, voler, mais également dépenser vos pièces pour bénéficier de certains effets. Chaque carte ayant d'ailleurs un pouvoir particulier ainsi qu'un rang spécifique, comme dans tout bon jeu de pli. Voilà, les illustrations toujours de Miko, avec un style un petit peu différent, mais c'est peut-être pas encore définitif, hein. J'ai l'impression que c'est tellement différent de ce qu'il fait habituellement que c'est peut-être encore du work in progress, comme on dit. Et là, donc, vous le voyez, il y a toujours un rôle pour chaque carte, mais également sur le coin gauche ici, dans la cartouche, vous le voyez, un petit pouvoir particulier pour chaque carte. Donc, c'est pas un simple jeu de pli, il y a quand même une profondeur supplémentaire. Voilà pour les 3 jeux rapidement présentés. Le trio de jeux devrait théoriquement être livré d'ici septembre 2022, mais vous connaissez le scénario habituel. On lance un des 6, on voit le nom qui sort et on ajoute le nombre de mois en conséquence. Donc disons, allez, septembre à janvier, février 2022 pour une livraison, 2023 peut-être potentiellement, pour la livraison. La TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. Et pour les estimations des frais de port, eh bien, il vous suffira de cliquer sur ce lien pour aboutir un Google Doc pour aller chercher votre pays, votre région. Donc, par exemple, pour la Belgique, ce sera 9,910 en fonction du nombre de jeux que vous allez prendre. Pour la France, 15, 16, 16. Voilà, vous aurez une petite idée avec ce lien des différents frais de port qui concerneront votre zone ou votre pays. Voilà, c'est à peu près tout pour ce trio de jeux un peu plus léger qu'à l'accoutumée du côté de Valeria, avec donc Thrones, Dice Kingdoms et Siege of Valeria pour les 3, avec un jeu de pli, un jeu de roll and write et un jeu de défense de forteresse. Donc voilà, 20 jours avant la fin de la campagne, 730 contributeurs si on arrondit un petit peu, et déjà 41 000 $ d'accumulés sur un objectif de base de 25 000 $. On continue avec Robotopia. Autant le dire, de but en blanc, Robotopia ne sera pas disponible en version francophone, donc sachez-le, soyez-en avertis. Bon, un jeu avec des robots, vous l'aurez compris assez rapidement, c'est un jeu ici de placement d'ouvriers, vos ouvriers étant des robots qui veulent se rebeller contre comment dirais-je, l'aspect dictatorial du régime dans lequel ils vivent, entre guillemets, ce régime étant placé sous l'autorité de ce gros robot que vous voyez ici, qui aura une grosse miniature, alors que vos petits ouvriers seront des petits meeples en bois. Alors, pour l'instant, vous le voyez, le jeu n'est pas financé. On est actuellement à 14 000 $ sur 50 000 $ d'objectifs de financement. On n'y est pas encore. Et pourtant, 200 contributeurs, c'est déjà pas si mal, d'autant que ça nous provient de Bluebeard Entertainment, qui fait assez rarement des gros scores, il faut bien l'avouer. Il reste 20 jours, c'est jouable. Et pourtant, le jeu bénéficie d'ores et déjà d'une fanbase constituée et également d'un sorte de palmarès que l'on peut évoquer aussi, puisqu'il a réussi à être finaliste au Iron Award, qui est un des gros concours américains, si je me souviens bien, ou anglais, américain il me semble, de design, de prototypes en fait, de jeux de société à paraître, hein, qui ne sont pas encore édités. On en a vu plusieurs sur Kickstarter les mois récents, hein. On a vu par exemple Distilled, qui avait aussi participé au Iron Award, qui avait peut-être gagné d'ailleurs, j'ai oublié. Bref, celui-ci a été finaliste, donc c'est plutôt un semi-gage de qualité, disons, pour Robotopia. Alors vous le voyez, un petit aperçu un petit peu du plateau. Bon, c'est très très blanc, il y a des couleurs certes, mais je ne suis pas super convaincu par ce que présente le plateau. Après, si on aime ce genre d'art, enfin de direction artistique, très, comment dirais-je, on est dans une usine, il y a des robots, il y a des murs, etc. Bref, c'est pas vilain en soi, mais c'est pas magnifique à regarder, je trouve. Après, ça a une certaine présence sur la table, ça n'a pas de problème, mais je ne suis pas hyper convaincu en soi. Mais au-delà de ça, bon, ça reste un jeu de placement d'ouvriers, comme je disais tout à l'heure, pour des parties de 75 à 80 minutes. Donc c'est un peu plus conséquent qu'on pourrait l'imaginer si on se basait uniquement sur la couverture, qui laisse penser à peut-être un jeu plutôt orienté jeunes joueurs.
Là, on est sur un jeu 14 ans et plus. C'est pas spécialement un jeu expert, mais disons un jeu familial plus, hein, en gros, pour 1 à 5 joueurs qui bénéficient d'un vrai mode solo pour le coup. Ensuite, allons voir un petit peu pour les composants du jeu. Vous le voyez ici, hein, pas mal de meeples, de robots qui ne bénéficient pas ici de screen print, mais de screen print, j'ai oublié le T, mais ce sera le cas dans la version Deluxe. La grosse miniature du robot un peu dictatorial. Ensuite, tout un tas de cartes, de tokens, d'influence que vous pourrez essayer de ameuter les différentes guildes, parce que oui, il y a des guildes de robots dans de ce jeu. Les robots sont dotés d'intelligence et de capacité de réflexion, et donc il faudra essayer de les ameuter vers vous, de les attirer sous votre influence, afin qu'ils acceptent de se rebeller tous ensemble contre le robot dominateur que vous voyez ici. Et donc, il faudra aussi placer des tuiles d'usine qui vous permettront ensuite d'aller y apposer vos ouvriers afin de pouvoir effectuer certaines actions, certains combos d'actions également, puisque en fonction de l'ouvrier que vous y apposerez, vous le voyez d'ailleurs au niveau du nombre de pattes, entre guillemets, 1, 2, 3 ou encore 3, mais avec des compléments sur les côtés, ça vous permettra de faire une tuile uniquement ou de comboter sur 2 tuiles à la fois, voire 3, voire plus. Donc, il faudra tenter d'améliorer également vos ouvriers au fur et à mesure de la partie. Sachant également que le gros robot dominateur qu'on a pu voir tout à l'heure cherchera à aller vous écraser quand vous serez sur une tuile afin de vous transformer en petits cubes de métal qui sont ici représentés par des cubes en bois, mais bon, vous aurez compris l'idée. Voilà à peu près pour la version résumée du jeu. Vous avez aperçu également le jeu avec ses composants dans sa version standard. Voici maintenant la version Deluxe qui vous proposera un jeton métal pour le premier joueur, mais également des jetons de métal pour les batteries, et également donc le screen print que j'abordais tout à l'heure sur les différents ouvriers, les robots ouvriers, qui bénéficieront donc d'une petite touche supplémentaire de personnification sur leur face, ainsi que des cartes, certaines cartes qui auront donc un spot foil, donc un petit effet dorure, un petit peu en reflet, etc. Donc des cartes un peu plus jolies à l'œil, mais pas forcément une nécessité en soi. Ainsi qu'un promo pack. Les promo packs, je l'ai un petit peu zappé. Est-ce qu'il était déjà disponible tout à l'heure dans la version standard? J'ai pas l'impression, non. Donc c'est peut-être une sorte d'exclusivité à la version Deluxe également. Ensuite, bon, je ne vais pas aborder plus en détail le gameplay, mais vous le voyez ici avec ce GIF, hein, la majorité des GIFs ainsi que la vidéo de présentation du projet sont vraiment bien foutus en termes d'explication de gameplay. Donc même si vous ne parlez pas spécialement très bien anglais, vous comprendrez à peu près comment ça marche. Donc je vous disais tout à l'heure ici, ça dépend du nombre de pattes du robot que vous envoyez. Il vous permettra de faire 1, 2 ou 3 actions, de comboter les tuiles qui sont en présence sur le plateau pour bénéficier de plus d'effets d'un seul coup, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous pourrez donc activer certains espaces. Vous pourrez aussi construire de nouveaux robots, essayer de faire en sorte qu'ils ne se fassent pas trop écraser la tronche par le robot dominateur également, puisque si c'est le cas, ils reviendront en forme de cubes métalliques inutilisables. Ensuite, vous pourrez essayer donc de créer une rébellion, de mener une rébellion pour renverser ce robot dictatorial. Voilà, en gros, c'est l'objectif du jeu, sachant que vous pourrez y jouer également sur Robotopia, non pas sur Robotopia, pardon, c'est le nom du jeu, mais sur Tabletop Simulator, excusez-moi pour la petite erreur. Donc si vous n'êtes pas trop récalcitrant à l'anglais, vous pourrez vous faire une idée sur le jeu. Le solo mode est présenté également ici, je ne passe très rapidement, mais sachez que c'est un vrai mode solo avec un matériel dédié qui ne nécessite apparemment pas beaucoup de, comment dirais-je, d'implication physique du joueur. Il n'y a pas beaucoup de choses à gérer visiblement, ça a l'air de se faire assez bien, assez facilement. Et puis on va maintenant passer au pledge levels, ma foi. Le pledge levels de base, le standard, hein, coûtera 75 $, sachant qu'il vient accompagné d'un petit game trays aussi pour le rangement des différents cubes notamment. Donc 75 $, c'est assez cher. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le jeu a du mal à décoller, malgré un matériel assez soigné. On a vu que même dans le jeu standard, le plateau central était double épaisseur hein, pour aller y apposer les tuiles d'usine, plus les cubes, la miniature, les petits meeples assez bien foutus. 75 $, ça reste quand même assez cher, surtout pour un projet qui n'a pas fait beaucoup parler de lui au préalable, ça peut sembler un petit peu cher. Et c'est encore le cas pour l'édition Deluxe, parce que là, il faudra rajouter 14 $, 24 $, non, très mauvais maths, 24 $ pour atteindre les 99 $ pour l'édition Deluxe, qui est une édition limitée apparemment au Kickstarter, et qui vous propose, comme je le disais tout à l'heure, donc le screen print sur les petits meeples, ainsi que des jetons de métal,
et puis des foils sur certaines cartes, ainsi qu'un jeton aussi pour le premier joueur en métal. Ensuite, bon, le retailer, on s'en fout un peu. Pour la majorité d'entre vous, c'est pas très intéressant. Vous pourrez aussi acquérir des jeux de la collection de Bluebeard Games pour 7 à 39 dollars, pardon, je vais dire euros. J'ai bloqué une seconde là. 7 à 39 dollars de plus en shipping selon le nombre de jeux que vous ajoutez en fait à votre pledge. Donc pour Dracula's Feast ou Village Village, qui est le genre le plus connu de leur collection, mais également Cartouche qu'on avait vu récemment. On avait traité le jeu il y a quelques mois sur le menu également. Voilà, je voulais découvrir un petit peu ça par vous-même. Ensuite, pour les frais de port, les voici. Et les frais de port sont assez conséquents pour l'Europe, puisque pour l'Europe, il faudra mettre 30 à 40 dollars pour l'édition standard seulement, ce qui vous fait un jeu à plus de 100 dollars. Deuxième raison assez importante pour laquelle le jeu ne décolle pas, selon moi, les frais de port sont vraiment, vraiment élevés. Et si vous prenez l'édition Deluxe, ce sera 35 à 45 dollars les frais de port. Pour le Canada, ce sera 35 ou 40, c'est déjà fixé. Pour l'Asie, c'est même moins cher pour nous, ce qui est assez rare, même si j'ai tendance à le dire quand même de moins en moins souvent que c'est rare. Je vois quand même pas mal de campagnes finalement qui proposent des prix un peu plus intéressants pour l'Asie. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de la francophonie, je pense. Pas grand-chose de plus à dire pour Robotopia, un jeu qui n'a pas l'air inintéressant, de placement d'ouvriers avec quelques twists pas inintéressants vraiment, hein. Mais le jeu est très très cher, les frais de port sont extrêmement chers, ajoutez à cela la TVA par-dessus. Si vous prenez la Deluxe, vous allez taper assez rapidement sur du 160 dollars pour un jeu d'ouvrier, enfin de poste d'ouvrier, qui n'est pas non plus révolutionnaire, ne serait-ce qu'en termes de gameplay bien évidemment, mais même également en termes de matériel. Justifier les 99 dollars dans l'état actuel des choses, même si les prix ont augmenté récemment et qui vont continuer à augmenter, ça fait quand même très cher. Donc bon, à vous de voir si vous êtes vraiment fan du concept, de la thématique qui l'accompagne, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça peine à conquérir quand même le public. 200 contributeurs seulement et 14 000 dollars d'accumulés sur 50 000 de seuil de financement. Ça risque d'être assez compliqué vu qu'on entre maintenant dans le ventre mou de la campagne, même s'il reste actuellement près de 3 semaines avant la fin de la campagne. Voilà pour Robotopia. On continue maintenant avec American Bookshop et Cinderella's Dance. Encore une fois, double campagne, 2 jeux dans une seule et même campagne. Ça nous vient ici de Twin Lion Do, qui est donc un petit éditeur japonais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils ont fait notamment un petit projet très récemment, il y a quoi, il y a 2-3 mois, ici A Kindly World, qui avait fait une longue campagne de plus d'un mois, qui avait une version française. Ce sera également le cas pour American Bookshop et Cinderella's Dance, version française. Là, j'avais oublié de m'abonner. Voilà, c'est en fait, c'est assez amusant puisque c'est une librairie à l'origine qui est située à Tokyo et qui a décidé de produire des jeux parce que pourquoi pas. Pour se diversifier un petit peu, au-delà des simples livres, ils ont décidé donc de produire des jeux. Et ici, les 2 jeux, ce sont des jeux de pli. Donc, ça va aller très très vite pour moi parce que, de 1, je ne suis pas du tout amateur de jeux de pli. Et puis, du coup, conséquemment, je ne m'y connais pas beaucoup en jeux de pli. Donc, bon, sachez tout de même que le jeu sera disponible en français. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour, hein. Comme leur précédente campagne, c'était déjà le cas d'ailleurs. 275 contributeurs se sont déjà joints à l'aventure, donc on va certainement dépasser le résultat de A Kindly World d'il y a 2-3 mois. Et déjà, donc, 1 540 000 yens. Alors, comme c'est en yens, je n'ai pas la transcription puisque je suis en yens moi-même. Donc, ça va vous faire combien? 1 million? Ça va faire à peu près 10 000 euros. 10 000 euros d'accumulé environ, si je ne me trompe pas. Oui, ça a 10 000 euros d'accumulé, approximativement, pour l'instant, à 29 jours de la fin de la campagne. Et donc, je vous laisserai un petit peu découvrir par vous-même, parce que moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les jeux de pli, ça ne m'intéresse pas. Je joue un petit peu à The Crew pour faire plaisir autour de moi, mais j'avoue que ce n'est pas un type de jeu qui me vend du rêve, quoi. Ça ne m'intrigue pas tellement. American Bookshop a l'air d'être le plus réputé d'eux, puisque c'est un jeu qui existait déjà précédemment, semble-t-il, pour des parties de 30 à 50 minutes pour 3 à 5 joueurs. Apparemment, c'est du chacun pour sa peau, apparemment. Donc, vous voyez l'artwork, comme souvent avec les jeux japonais, c'est très minimaliste. On a une petite boîte qui ressemble à un livre. Certes, ils ont fait un petit effort là-dessus d'édition, mais après, bon, les cartes, c'est vraiment très simpliste. Rien de très folichon à ce niveau-là. Mais bon, avec les jeux japonais, on a un petit peu l'habitude du minimalisme. Et ensuite, le deuxième projet, c'est donc Cinderella's Dance, donc la danse de Cendrillon, qui se joue sur des parties beaucoup plus ramassées, hein, pour 10 à 20 minutes, et c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs.
Donc, un jeu qui est du même auteur, hein, Taiki Shinzawa, qui est un petit peu, comment dirais-je, spécialisé dans les jeux de pli. Et cette fois-ci, donc, pour 2 joueurs uniquement, avec un artwork qui me plaît un petit peu plus. On est vraiment baigné dans l'univers de Cendrillon. Alors, pour l'instant, on voit que les illustrations sont quand même pas magnifiques, mais ça retranscrit bien le thème, pour peu que du thème il y en ait, parce que pour l'instant, dans les jeux de pli que j'ai pu expérimenter, le thème est relativement peu présent en général. À voir ce qu'il en sera pour la danse de Cendrillon. Vous avez un petit how to play, bien entendu, en japonais, mais je n'ai pas besoin de vous le traduire parce qu'il y a aussi de l'anglais. Par contre, si vous êtes vraiment intrigué par le projet, ou par les 2 projets d'ailleurs, enfin les 2 jeux du projet, et que vous n'êtes pas suffisamment compétent en anglais, vous pouvez éventuellement me demander en commentaire. Je ferai un petit encart sur le suivi du menu crowdfunding mercredi pour en parler plus en détail si vous le souhaitez. Mais moi, pour l'instant, je passe un petit peu. Donc, le prix. Pour le pledge, donc vous pourrez bien évidemment prendre un des 2 jeux ou les 2, bien évidemment, à voir. American Bookshop vous coûtera 2350 yens, soit environ 15, 16, 17 €, ça dépend du taux de change actuellement, mais en gros, disons, allez, 16, 17 €. Plus les frais de port, évidemment, qui sont écrits ici. Ensuite, sachez que ce sera quand même 14 % moins cher qu'en magasin, sauf qu'il y a des chances que ces 2 jeux arrivent pas en magasin en France ou en Belgique ou au Canada. Donc, c'est peut-être votre seule opportunité d'aller les chercher. Pour Cinderella's Dance, ce sera encore un petit peu moins cher, 1550 yens, donc environ 11 € approximativement, soit 22 % de réduction par rapport au prix en magasin quand il sortira en magasin. Et si vous prenez les 2 en même temps, en early bird qui plus est, ce sera 3250, soit 30 % de promo, entre guillemets, plus les frais de port bien entendu. Et ensuite, une fois que le early bird sera terminé, vous aurez quand même une ristourne de 27 % au lieu de 31 et vous paierez donc 3450, soit environ 25 €, 26 € pour le duo de jeux, donc que je rappelle sont des frais des frais de port, qui sont des jeux de pli. Putain, je peine. Oh, j'ai dit putain. Je coupe? Non, je coupe pas. Allez, passons. On va dire que, bon, si j'en crois les statistiques, vous êtes plus âgé que moi en général, donc je peux dire un petit putain de temps en temps, ça passe. Bref, excusez-moi quand même pour la vulgarité. Alors le shipping, si vous êtes au Japon comme moi, il y a peut-être quelques spectateurs du Japon, j'en ai vu quelques-uns dans les statistiques, vous serez à 350 yens pour les frais de port. Ce n'est pas énorme, ça fait 2 €. Par contre, si vous êtes dans tout autre pays du monde, donc vraisemblablement quasiment tous les spectateurs de ce menu crowdfunding, ce sera 1500 yens, donc environ 11 € de frais de port. Ce n'est pas non plus très très cher, mais bon, ce sont des jeux relativement petits, on aurait pu espérer un petit peu moins, mais bon, 1500 yens, ce n'est pas non plus exagéré. Sachant qu'en add-on, vous pourrez également ajouter le jeu Pastiche, The Birth of a Masterpiece. Malheureusement, les règles seront uniquement en japonais pour celui-ci. Vous pourrez également inclure celui que je mentionnais tout à l'heure, à savoir A Kindly World. Cette fois-ci, les règles seront uniquement en anglais ou en japonais. Le français était disponible dans la campagne, mais pas dans l'add-on de cette campagne, malheureusement. Et puis également Murder Jewel, The Elephant in the Courtroom, mais là encore, uniquement en japonais. Donc, pas de chance pour ceux qui sont intéressés. Voilà, c'est à peu près tout pour American Bookshop et Cinderella's Dance. 276 contributeurs pour l'instant à 29 jours de la fin de la campagne, et donc on est environ à 11 000, 12 000 € d'accumulé pour l'instant. Si vous aimez les jeux de pli, ça peut être intéressant pour vous. J'avoue que j'en ai fait un résumé très très court, très très concis. J'ai même pas trop abordé le gameplay à proprement parler parce que, désolé, mais les jeux de pli, moi, j'ai du mal. Et ma foi, sur ces bonnes paroles, eh bien, c'est fini pour les petits projets de la semaine. On va maintenant passer aux projets un peu plus intéressants selon moi et selon vous également via le vote. Sauf que comme vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo, eh bien, il n'y a pas vraiment de jeux du top 4 dans le vote qui sont encore vraiment présents dans cette semaine de campagne, puisque Goblin Uprising n'a pas été lancé finalement, tout comme Hydro Racers. Donc finalement, on se retrouve avec uniquement 2 jeux, dont un qui n'était pas annoncé dans le vote parce que je l'avais un petit peu raté. Donc ça va être très court encore une fois. Le premier gros projet de la semaine, mais je mets des guillemets parce que c'est sur Ulule, il s'agit de Dictopia, Rejoignez la Résistance, qui est un jeu de lettres
surprenant, rapide et tactique dans un univers dystopique, un peu l'univers de 1984 de George Orwell, qui nous vient ici, pas de George Orwell, hein, mais le jeu qui nous vient de Subverty. Subverty qui avait déjà, je crois, fait quelques jeux, oui, 3 projets lancés sur Ulule. Malheureusement, sur Ulule, on ne peut pas cliquer sur ces projets pour voir un petit peu lesquels. Donc j'ai un petit peu oublié les jeux qu'ils avaient précédemment produits, mais je crois qu'on peut le voir d'une manière ou d'une autre, mais je suis juste pas très, comment dirais-je, heu, rompu au fonctionnement de Ulule. Bref, passons. Donc Dictopia, Rejoignez la Résistance, un jeu de lettres qui, moi, m'intrigue pas mal pour des raisons plutôt, mmh, disons professionnelles, que véritablement ludiques. Le jeu a déjà atteint 202 contributions, ce qui, je crois, sur, heu, Ulule est relativement conséquent, hein. 202 contributions, c'est pas très fréquent que je vois ça. 19 jours avant la fin de la campagne, qui se terminera donc le 9 décembre prochain à 8 h du mat, je crois. Et donc on a déjà atteint 6 007 €, ce qui est vraiment pas mal pour du Ulule, très honnêtement. Alors, c'est un jeu relativement simple, je vous laisse découvrir bien entendu, en général pour les jeux sur Ulule, je vous laisse, naviguer sur la page par vous-même, mais là comme je le présente un peu dans les gros projets de la semaine, on en parle un petit peu plus en détail bien évidemment. Ici donc on vous propose une immersion dans un univers orwellien, une dystopie où les lettres elles-mêmes sont contrôlées. Dans ce monde totalitaire, la liberté d'expression est une chimère, les mots sont surveillés, la délation est devenue la norme. La seule lueur d'espoir réside dans une organisation clandestine se faisant appeler la Résistance. Elle cache ses messages tapés à la machine à écrire dans de vieilles enveloppes tamponnées du célèbre masque de Guy Fawkes. Plus qu'un jeu, pardon, Dictopia est une réflexion sur le pouvoir des mots. Il permet de s'amuser avec le langage pour le désacraliser, de débattre du sens des mots pour mieux se les approprier. La construction d'un monde meilleur ne pourra se passer d'une révolution du langage. C'est un jeu qui donc se joue ici de 1 à 7 joueurs. Vous pouvez y jouer en solo, ce qui est assez rare, je crois, pour les jeux de lettres, donc c'est plutôt rafraîchissant de ce point de vue-là. À partir de 10 ans, pour des parties de 15 minutes, donc très court. Et de ce point de vue-là, c'est forcément très intéressant parce que c'est un jeu qui peut donc se sortir très très facilement et qui peut appeler éventuellement à une deuxième, une troisième, une quatrième partie et finalement prendre une heure et demie au final. C'est un petit peu comme ça que fonctionne d'ailleurs Just One. Je ne sais pas si je l'ai ici au bureau, d'autres au bureau, je pense. Just One qui fonctionne très bien un petit peu dans ce registre également, mais ce n'est pas un jeu de lettres, mais plutôt un jeu de vocabulaire, dirait-on plutôt. Petite comment dire? Originalité de Dictopia, c'est que toutes les cartes, ou plutôt toutes les tuiles, devrais-je plutôt dire, sont composées de 2 lettres. Vous pourrez les orienter, selon votre bon vouloir pour composer un mot, en choisissant la lettre du haut ou du bas pour composer votre mot. Donc ça laisse plus de facilité d'accès, plus de facilité à créer des mots, même pour ceux d'entre vous, je m'inclus dedans d'ailleurs, qui êtes particulièrement mauvais à, Scrabble par exemple, au Scrabble. Je suis une tanche au Scrabble. Et du coup, bah, ça pourrait me permettre de jouer un petit peu plus facilement à un jeu de lettres et être un petit peu moins mauvais. Sachant que vous avez également, vous pouvez le voir ici, un nombre d'œils différent, un nombre d'yeux, puisque c'est au pluriel, c'est pas très joli à dire comme ça, un nombre d'yeux différents selon les lettres que vous choisissez et selon la carte que vous choisissez. Par exemple, ici, vous voyez que le i possède un œil, mais celui-ci en possède 5. Donc ce n'est pas une question de difficulté un peu façon Scrabble, justement, mais plutôt simplement un petit peu, j'imagine, de l'aléatoire en fonction des 2 lettres qui se situent sur les tuiles. Sachez également que lors de la dernière phase d'une partie de Dictopia, la 5e et dernière épreuve, vous avez 2 missions de la résistance que vous pouvez apercevoir ici, que vous devez résoudre pardon, en même temps. Par exemple, ici, vous devrez composer un mot féminin et un mot éventuellement qui se rapporte au champ lexical des animaux. Alors là, par exemple, on a un mot féminin avec la censure, par exemple. Et donc, faudra retrouver le bon nombre d'yeux qui vous surveillent et remplir une mission qui est toujours optionnelle. Ce n'est jamais une obligation, mais c'est un plus, disons. C'est un défi tactique supplémentaire, et tout le défi tactique réside dans votre capacité à choisir vos combats. Évidemment, la tentation est grande de vouloir tout faire, au risque de ne faire aucun mot à la fin des 1 minute et 30 secondes, puisque vous aurez toujours 1 minute 30 pour composer vos mots. Je vous le disais tout à l'heure également, on a un mode solo. D'ailleurs, Arié de Descent Solo, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook, qui est assez actif, Arié a fait une vidéo pour présenter le mode solo du jeu. Donc on peut jouer Dictopia seul, vous aurez un mode solo dédié au jeu en solitaire, où vous allez devoir affronter un très coriace Big Brother qui marquera des points en fonction de votre façon de jouer. Vous avez un petit aperçu également du matériel, à quoi ressemblera la boîte. C'est une petite boîte, hein, on est sur du 13 par 10 cm, c'est relativement petit, assez facilement transportable. Vous aurez 60 cartes de lettres que vous voyez ici, 20 cartes de résistance qui sont donc les missions que vous pourrez essayer d'accomplir, un bloc de score et un livret de règles pour accompagner le tout.
Vous le voyez ici également, extension. On a une petite extension 1984, c'est thématique bien évidemment, qui est une exclusivité à la campagne. Cette extension ne peut s'acheter qu'en précommande et ne sera plus jamais rééditée par la suite. Donc c'est vraiment le seul moment où vous pourrez mettre la main dessus. Elle contient 20 cartes résistance supplémentaires, dont une pour les règles, que vous pourrez mettre dans votre boîte de base. Ces cartes sont plus thématiques et font écho au roman culte de George Orwell 1984, bien évidemment. C'est également un moyen de vous remercier de participer au jeu dès sa création, tout en apportant une profondeur supplémentaire au jeu. Donc si vous voulez l'extension 1984, c'est maintenant ou jamais, vous n'aurez pas l'occasion de la prendre en magasin. Donc attention à ça. Même si, personnellement, je ne suis pas très fan des exclusivités Kickstarter, exclusivités GameFound, exclusivités Ulule, etc. J'aurais préféré que ce soit gratuit lors de la campagne et que ce soit ensuite payant en magasin. Ça me semble être un peu plus sympa que de priver les potentielles personnes intéressées par la suite d'un ajout de gameplay. Mais bon, c'est une stratégie assez courante sur les sites de financement participatif. Je ne leur lance pas la pierre particulièrement, c'est juste que moi je préfère faire autrement. Je préfère faire autrement, c'est un bien grand mot, je ne fais rien, je préfère quand on fait autrement. Bref, pour les frais de port, est-ce que c'est signalé en général? Je ne crois pas, hein, sur Ulule. Je suis toujours aussi mauvais sur Ulule, hein, excusez-moi là-dessus. Je ne crois pas avoir aperçu les frais de port. Ah si, ici, pardon, sur le côté. Les frais de port, pour la France métropolitaine, c'est du sans frais. C'est gratis et ça, c'est vraiment un gros plus également. Pour l'Union européenne, donc si vous êtes en Belgique, 8 € par exemple, au Luxembourg également, en Suisse également. Mais après, j'imagine que si vous êtes en Belgique, par exemple, vous pouvez peut-être essayer de trouver quelqu'un qui vit de l'autre côté de la frontière, vers Lille, Tourcoing, Roubaix, je ne sais pas, pour ensuite le rencontrer et bénéficier donc de cette livraison sans frais. Ce serait quand même un peu plus intéressant. Et pour le reste du monde, y compris donc bien évidemment le Japon, j'imagine, ce sera du 12 €. Donc là, ça commence à faire un petit peu cher compte tenu du prix du jeu lui-même qui n'est pas très onéreux, je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs. Le jeu lui-même coûte 25 €. Donc c'est vraiment pas un jeu très cher en soi. Par contre, si je joue 12 € de frais de port, là, ça commence à faire un petit peu chéro pour moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est parce que je suis quand même assez intéressé par le projet, plutôt d'un point de vue professionnel, mais bon, c'était une autre question, par la livraison chez mes parents, évidemment. Donc, je vais peut-être penser à ça. Je n'ai pas encore décidé véritablement, mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'intrigue pas mal, qui m'intéresse. Donc, je vais me pencher sur le sujet, mais ça m'intéresse pas mal. Donc voilà pour Dictopia avec donc ce pledge mis en avant par l'éditeur avec donc Dictopia et son extension 1984. Vous pourrez également pour 42 € aller ajouter à ça le jeu d'ambiance Révolution que vous voyez apparemment ici, qui est une de leurs productions précédentes, j'imagine. Et pour 45 €, vous pourrez en prendre 2 si vous le souhaitez. C'est à peu près tout, l'Early Bird est déjà terminé, mais bon, c'était pas spécialement très intéressant, c'était le jeu de base pour 25 €, donc le même prix, mais avec une dédicace pardon, de l'auteur. Moi, personnellement, les dédicaces, j'en ai un petit peu rien à faire. Donc, voilà pour ce qui est de Dictopia. Actuellement, 203 contributions déjà, à 19 jours de la fin de la campagne et 6 032 € d'accumulé. Et on termine maintenant par Call to Adventure Epic Origins, qui est une extension standalone de Call to Adventure, jeu qui est produit, enfin plutôt édité en France par la boîte à jeux. D'ailleurs, je me trompe toujours sur le nom. Est-ce que c'est bien la boîte de jeu, la boîte à jeu? It's a Wonderful World 2, la boîte de jeu, c'est bien ça. Donc, la boîte de jeu fera très certainement la VF de Call to Adventure Epic Origins, mais pour l'instant, il me semble que dans la campagne, ce n'est pas encore indiqué. On va passer très rapidement sur la campagne pour voir s'il y a une mention faite quelque part. Je ne crois pas que ce soit le cas pour l'instant. Donc, pour l'instant, pas de version française. Est-ce que ça viendra? Je serais tenté de dire oui par la boîte de jeu, mais peut-être pas, ce n'est pas une certitude. En tout cas, durant la campagne, pour l'instant, c'est un non. Pour l'instant, Call to Adventures Epic Origins a déjà attiré 4500 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne et on a déjà accumulé 305 000 $, presque 306 000 $ d'ailleurs, sur un seuil de financement de base à 50 000 $. Donc c'est une très belle réussite, là encore, pour Call to Adventure, qui avait déjà fait de très belles réussites par le passé avec son jeu de base et son extension Call of the Wind, si je me souviens bien. On y a joué, Xavier et moi. Xavier l'avait, il l'a depuis revendu. C'est un jeu que j'apprécie relativement, hein. C'est plutôt sympa comme concept de jeu. C'est encore un jeu un petit peu d'ailleurs comme Role Player, où l'on va construire son personnage de RPG en gros, hein, en lançant différentes runes qui nous permettent d'aller acquérir certaines cartes qui elles-mêmes nous permettent d'acquérir de nouvelles runes supplémentaires ou des points de victoire ou des cartes supplémentaires. Donc c'est la construction de personnages
à la différence de Role Player, différence ou non d'ailleurs, parce que Role Player, ça c'est permis par l'apport d'une extension supplémentaire. Mais en fait, c'est un peu le même problème que je trouvais aux 2 jeux, à la base. C'est-à-dire que vous allez créer un héros et puis, bah, c'est tout. Vous n'allez rien faire avec et du coup, c'est un petit peu frustrant en fin de partie. J'aime bien le mécanisme, les différents mécanismes d'ailleurs qui sont mis en œuvre pour vous permettre de créer votre personnage avec en plus de ça un univers, artistique très soigné. Je trouve, les illustrations toujours très jolies. Ça reprend bien évidemment les différents, archétypes, de personnages de fantasy que l'on connaît bien. Mais au final, une fois que vous avez créé votre personnage, bah, qu'est-ce que vous en faites? Ben, rien. Alors, est-ce que ça change quelque chose ici dans Epic Origins? Ben, pas tellement. Ça apporte un petit peu plus des mêmes choses que vous connaissez déjà. C'est plus de la même chose, mais ça apporte pas vraiment de surplus de gameplay véritablement, notamment en fin de partie, pour aller vaincre un boss, par exemple. Il y a bel et bien en fin de partie un boss que vous devez vaincre, mais ça se passe un peu de la même manière que le reste de l'aventure, à savoir sur des jets de runes, éventuellement comment dire, l'ajout d'une carte ou deux pour aller modifier tel ou tel résultat, mais c'est après tout. Et du coup, on se retrouve toujours à la fin, enfin selon moi, hein, selon nous, parce que vous aviez un peu du même avis, sur une création de personnage et rien derrière. Ceci dit, j'y ai joué donc 4-5 fois environ, je trouvais ça toujours très agréable, c'est juste frustrant à la fin. Voilà, j'ai passé un petit peu trop de temps pour donner mon avis sur un jeu de base, alors qu'ici on traite d'une extension standalone. Donc je m'arrête là. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, évidemment enfin jouable en solo. D'ailleurs, je pense que c'est souvent recommandé de le jouer en solo. Ici, il est écrit que vous pourriez jouer à 4, pas convaincu du tout. À 2, c'était sympa, il y avait déjà un tout petit peu de temps mort, bien évidemment, entre les 2 joueurs, mais à 4, ça me paraît un petit peu long pour ce que ça propose, donc je m'aventurerais plus à dire que c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, qui peut se jouer jusqu'à plus de joueurs, bien évidemment. Pour 13 ans et plus, et des parties de 30 à 60 minutes. Ça peut prendre un petit peu plus de 30 minutes si vous, en plus de ça, à la fin, vous décidez de raconter votre histoire comme c'est éventuellement recommandé par l'éditeur, qui vous permet donc de raconter votre histoire en fonction des différentes ères, des différents âges que vous aurez traversés dans votre vie et des différents traits que vous aurez pu accumuler. Alors donc, vous le voyez ici, on reprend plus ou moins les mêmes choses. C'est-à-dire que vous allez partir avec un archétype de base. Vous allez être un villageois ou un humain ou un elfe. Ensuite, il aura une profession qui sera par exemple ici un ranger, donc une sorte d'éclaireur, ou un fighter, donc un combattant. Donc différents traits, différentes professions qui s'offrent à vous en début de partie et qui vont largement orienter la suite de votre aventure, de votre histoire. Vous serez bien évidemment amené, comme dans tout beau jeu de construction de personnages, d'évoluer, de gagner de l'expérience, de nouvelles compétences, on peut dire ça un peu comme ça, qui vous permettront d'avoir plus de runes notamment, pour avoir de meilleurs résultats lors de vos jets de runes et espérer à la fin l'emporter face à un adversaire final. Ici par exemple le faux dieu. Donc pour celui-ci par exemple il vous faudra ces différentes runes, enfin il vous faudra, ce sera mieux d'avoir ces runes-là pour espérer le vaincre par exemple. Et puis ils ont chacun donc des petits traits particuliers aussi pour ajouter un petit peu de rejouabilité en fonction de l'ennemi que vous aurez à affronter à chaque fois. Les pledge levels, on a donc 40$ pour le jeu donc Call to Adventure Epic Origins. Vous pouvez le jouer comme je le disais tout à l'heure en standalone, ce n'est pas un problème. 44 cartes de personnages, 60 cartes comment dirais-je, d'histoire, 24 cartes de héros, 24 cartes de anti-héros, ce sont les cartes que vous voyez ici en blanc et en noir, 10 cartes d'adversaires, qui sont certainement celles-ci d'ailleurs, et 24 cartes non, c'est pas des cartes, pardon, 24 runes que vous pouvez apercevoir ici, que vous allez donc lancer. Ça remplace un petit peu les dés finalement, sauf qu'ils n'ont que 2 faces. Ensuite, pour 20$ de plus, vous pourrez avoir The Hero, qui est un pledge supplémentaire qui vous apporte des sleeves pour vos cartes, donc des petites pochettes transparentes pour protéger vos cartes, ainsi qu'une boîte sous format de livre, contrairement à celui-ci, qui en plus bénéficie d'une ouverture magnétique, donc avec une ouverture aimantée, devrais-je plutôt dire. C'est toujours du plus bel effet en général. Et puis en plus, dans la ludothèque, ça a quand même plus de gueule d'avoir comme ça une sorte de bouquin inclus. C'est vraiment très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, pour 35$ de plus, là on fait un bond assez conséquent, vous pourrez avoir le pledge The Epic Hero.
qui inclut donc le Pledge Deluxe qu'on vient de voir, hein, donc avec les sleeves bien évidemment, et puis donc les accessoires en plus, à savoir l'insert en fait de Folded Space. Alors Folded Space, vous connaissez peut-être, hein, c'est un concepteur d'insert, pas en plastique, mais en sorte de mousse solide, que vous avez à monter vous-même. D'ailleurs, il faudra que je monte celui-ci. J'en ai trois, deux que j'ai déjà montés, mais celui-ci pas encore. Donc voilà, les Lost Ruins of Arnak qu'il faudrait que je monte et qui vous permettent donc de ranger le matériel un peu plus efficacement dans votre boîte de jeu. Ici, ce sera inclus d'office dans la boîte avec en plus de ça des petits logos à l'effigie du jeu pour un rangement encore plus pratique et plus personnalisé. Donc par contre, c'est un petit peu plus cher, bien évidemment. Ensuite, vous pourrez également prendre la collection complète de Call to Adventure, The Chosen One, pour avoir la collection entière, donc le jeu de base, The Name of the Wind. Donc je m'étais bien trompé tout à l'heure sur le titre de l'extension, ainsi que The Stormlight Archive. Donc le tout pour 200 $, ça fait quand même assez cher. Sachez également, même si ce n'est pas ici présenté, que ça inclut le pledge Epic Hero, hein, donc ça viendra avec le nouveau standalone Epic Origins, bien évidemment, ainsi que des sleeves que j'ai mentionné tout à l'heure. Le How to Play, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, hein, donc je ne vais pas m'aventurer à une explication trop longue, hein. Vous aurez des runes en début de partie, vous en acquérerez un peu plus au fur et à mesure que vous allez ajouter de nouveaux traits à votre personnage, que ce soit via le pouvoir qui se trouve en haut de la carte ou en bas de la carte, qui ont des conditions d'acquisition légèrement différentes également. Et donc, vous aurez diverses icônes qui vous apporteront des points de victoire en fin de partie, ou parfois également des nouvelles icônes ici qui vous permettront d'acquérir de nouvelles runes pour avoir des jets de runes plus efficaces. Et puis des points de victoire, parfois des nouvelles cartes que vous pourrez utiliser par la suite pour avantager un résultat, par exemple. Et puis donc à chaque âge de votre personnage, vous pourrez ajouter donc des cartes en haut ou en bas pour les différents effets, pour bénéficier des différents effets des cartes en question. Et à la fin, on compte le nombre de points, on se raconte un petit peu notre histoire, un petit peu à la façon d'un role-player, même si j'ai tendance à préférer le gameplay de role-player pour ma part. Voilà pour le jeu, hein. Je pense que vous le connaissez déjà un petit peu. Donc on va passer directement maintenant aux frais de port. Il y a aussi des add-ons quand même, je passe un petit peu sur les add-ons. Vous pourrez ajouter différents add-ons avec un deck d'artwork en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que les illustrations sont généralement magnifiques, hein, il n'y a pas à dire là-dessus, pour 10 $. Pareil pour Epic Origins pour 10 $. Ensuite des sleeves pour 20 $. On les a peut-être pas vus, non je les ai pas vus. Ensuite un néoprène, un tapis de néoprène qu'on a déjà aperçu d'ailleurs, me semble-t-il, plus haut. Je suis passé un petit peu trop vite d'ailleurs. Dans le Epic Hero Pledge, vous aurez donc, je le disais tout à l'heure, le Folded Space, mais également un playmat en néoprène. J'aurais dû le mentionner, mais je sais pas, je suis passé à côté. Assez joli d'ailleurs. Donc voilà, pour les add-ons, il y est aussi pour 20 $. Le Folded Space, l'insert est disponible aussi en add-on pour 25 $. Mais bon, si vous commencez à aller prendre le néoprène ou l'insert de Folded Space en add-on, c'est pas vraiment un choix très intelligent seulement. Autant prendre le pledge qui les contient, ça coûte un petit peu moins cher que de les prendre à l'unité en add-on. Donc, vous découvrir un petit peu tout ça par vous-même. Il y a aussi l'extension de The Name of the Wind, par exemple, disponible, etc., etc. Attention, ceci dit, pas disponible en français durant la campagne. Pour le shipping, pas de TVA, et ça, c'est quand même la fête. Pas de TVA, ils prennent ça sur eux, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. C'est plutôt sympa de leur part, d'autant qu'en plus, le jeu, en termes de frais de port, n'est pas non plus trop excessif. 16 $ pour le pledge de base et le Hero Pledge, 16 $ également pour le Epic Hero, donc pour la version Deluxe, quoi, vraiment, et 25 $ si vous prenez la totale. Compte tenu du nombre de jeux que ça contient, c'est pas forcément énorme, d'autant plus qu'il n'y a pas de TVA par-dessus. Pour le Canada, c'est un petit peu moins cher si vous n'en prenez que, enfin, si vous prenez que le Pledge Adventure ou Hero, 14 $. Après, c'est la même chose. Et pour nous, ce serait 22, 25, 40, mais je pense pas qu'on soit hyper intéressé de notre côté parce qu'on y a déjà goûté, qu'on a pas mal apprécié, mais sans plus, et qu'on a peut-être un peu plus apprécié Role Player que Call to Adventure. Les stretch goals, vous verrez un petit peu ça plutôt lors du suivi du menu crowdfunding quand il arrivera dessus. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Call to Adventure Epic Origins. Donc déjà 4500 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne et déjà, je le disais tout à l'heure, 306 000 environ dollars accumulés, ce qui est quand même une très très belle réussite, même si je pense qu'on va certainement aller taper plutôt vers les
allez, disons les 8 000, allez, 7 000, 8 000 peut-être à la fin de la campagne, on verra bien. Voilà pour Call to Adventure, et c'est tout. Il n'y avait que 2, entre guillemets, gros projets de la semaine. C'était une semaine très légère, et ne vous attendez pas à quelque chose de beaucoup plus lourd la semaine prochaine. Ce sera encore plus léger, à mon avis, la semaine prochaine, ce qui est plutôt une bonne chose, pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine, on va être occupé à tester ce monstre-là. Alors vous voyez, grosse boîte, c'est Ostia, le nouveau jeu de Uchiba Koya. Pour ceux qui connaîtraient éventuellement leur précédente campagne, c'est les gens qui avaient conçu Aqua Garden, qui avait fait un très joli résultat sur Kickstarter lors de son apparition, qui est déjà désormais entre les mains des backers, je crois, depuis quelques mois déjà, qui joue d'une assez belle réputation d'ailleurs. C'est le même auteur, ici, Totsukatsuro, avec la même illustratrice, me semble-t-il, puisque c'est toujours Beth Pusai qui est derrière les illustrations. Et donc, on a un gros jeu, ça fait quand même 2,5 kg. On a donc reçu le prototype cette semaine. Là, je suis en train de parcourir les règles en japonais. Donc, ça prend un petit peu plus de temps que si c'était en français ou en anglais, mais bon, ça se fait. Et puis, donc, on va s'en faire 2-3 parties, certainement lundi, puisque c'est notre jour de repos ici. Enfin, pas ici au Japon, mais nous, là où on bosse, c'est Xavier et moi. Et puis, on va essayer d'en faire encore 4, 5, 6 autres, pour faire au minimum 6-7 parties pour pouvoir faire une review un peu conséquente, vraiment appuyée par un peu d'expérience de jeu. Et puis, faire une belle review. Voilà. Sur ce, ma foi, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un petit like comme à l'accoutumée, un petit abonnement si ce n'est pas encore déjà fait, bien évidemment. La vidéo de Xavier qui devrait paraître normalement dans les jours à venir, mais bon, c'est une antienne, ça ne finit jamais. Mais bon, ça va vraiment venir ce coup-ci, promis. Peut-être une vidéo de ma part aussi la semaine prochaine, si j'ai le temps. C'est pas garanti, mais je vais essayer. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très prochainement sur les Ludovores. Et puis d'ici là, jouez bien et à la prochaine.